Well, Sonny Liston, no doubt the scariest human being I've met in the ring. Probably the strongest heavyweight I've ever dealt with. He closes in on Williams in the corner and sends in a volley of rights and lefts to the head. Well, I would say that Sonny Liston is an extraordinarily good fighter, a very strong fighter, a very determined fighter. Sonny Liston was, before I fought him, considered one of the greatest fighters in history. Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les plus grands moments de l'histoire du sport. Le 3 juin 2026 marquera les 10 ans de la disparition de Mohamed Ali. Une décennie déjà. Pour commémorer ce triste anniversaire, Boxing Academy se lance dans une série de vidéos. Une série pour raconter Ali, le champion flamboyant, mais surtout l'homme, ses multiples facettes et ses zones d'ombre. Mais pour saisir l'ampleur du mythe Mohamed Ali, il faut également s'intéresser à ceux qui ont contribué à le façonner, ses adversaires. Au-delà du mythe, des combattants parfois injustement oubliés, mais sans lesquels Ali n'aurait jamais été the greatest. Dans le premier épisode, nous sommes revenus sur son affrontement singulier face au catcheur Antonio Inoki, un combat tardif, presque crépusculaire. Aujourd'hui, retour aux origines. En 1964, Ali n'a que 22 ans. Et pour son premier title shot, face à lui se dresse une montagne. Sonny Liston, champion du monde, l'un des punchers les plus redoutés de son époque. Un homme que beaucoup considèrent comme tout simplement invincible. Leur rivalité donnera naissance à deux combats. Deux combats qui, encore aujourd'hui, divisent autant qu'ils fascinent. Alors, pour comprendre pourquoi, on embarque dans notre fidèle machine à remonter le temps, direction le Central Man Youth Center de Lewiston en ce 25 mai 1965, le jour où une légende s'est éteinte pour qu'une autre puisse naître. Sonny Liston, he was in jail, he got out, he fought his way to the top, he beat everybody in front of him. Everybody was scared of him. Were you scared of Liston? Scared to death. Fermez les yeux et pensez à Mohamed Ali. Quelle image vous vient immédiatement en tête ? Ali esquivant avec grâce la botte secrète de son plus terrible rival ? En plongée verticale, rejoignant le coin du ring après avoir réalisé l'impossible ? À moins que ce ne soit en Saint-Sébastien, le corps transpercé de flèches ? Ou alors en costume, faisant front, entouré d'illustres athlètes afro-américains ? Ou plus poétique encore, boxant contre son ombre, au fond d'une piscine, le corps totalement immergé. Des clichés iconiques de Mohamed Ali, il en existe tant d'autres. Et pour cause, The Greatest fut sans doute l'athlète le plus photographié du XXe siècle. Mise en scène ou saisie sur le vif, chacune de ces images raconte un fragment de sa légende et façonne la représentation que l'on se fait de celui que beaucoup considèrent, encore aujourd'hui, comme le plus grand de tous les temps. Pourtant, parmi ces centaines, voire ces milliers de photographies, il en est une qui éclipse toutes les autres. Au premier plan, un homme gît sur le tablier du ring. Debout, Ali le surplombe, le regard fixé sur sa victime. Il semble hors de lui. Un cri de rage déforme son visage. Cette photo, prise par le reporter Neil Leifer le 25 mai 1965 à Lewiston, dans le Maine, est sans doute la plus célèbre de l'histoire de la boxe, peut-être même de l'histoire du sport. Elle montre un Mohamed Ali dans la force de l'âge, triomphant et sûr de lui. Un homme à la hauteur du mythe. À première vue, tout semble clair. Un champion au sommet de son art
un challenger terrassé, un instant figé pour l'éternité, une scène homérique, presque biblique. Mais cette lecture est trompeuse, car cette photo cache un secret qui, 60 ans plus tard, continue d'alimenter les théories les plus folles. Ce secret porte un nom, The Phantom Punch. En 1964, Mohamed Ali n'est pas encore Mohamed Ali. Il s'appelle Cassius Clay. Il a 22 ans, il frappe fort, bouge vite et parle beaucoup. He's too ugly to be the world's champ. The world's champ should be pretty like me. Double vainqueur des Golden Gloves et champion olympique à Rome, il est boxeur professionnel depuis 4 ans. Invaincu, il a déjà combattu à 20 reprises pour une quinzaine de victoires avant la limite. Beau, vif et particulièrement éloquent, celui qu'on surnomme le Louisville Lip fait la fierté de sa ville natale. Une ville que son prochain adversaire connaît bien. Pour cause, Sonny Liston a lui aussi arpenté les rues de Louisville durant sa jeunesse, sans toutefois y laisser le même souvenir positif que Clay. Si les deux boxeurs ont en effet pu se croiser dans les gyms du Kentucky, il s'agit là de leur seul point commun. Homme de peu de mots, The Big Bear est un colosse aux épaules tombantes et au regard fermé. Tout chez Sonny Liston inspire la crainte. À raison, car il s'agit alors de l'homme le plus dangereux de la planète. Fraîchement couronné champion du monde, Liston est alors au sommet de son art. On le dit invincible, et personne ne l'imagine se faire détrôner de sitôt. Certainement pas par un jeune blanc-bec de bonne famille. Charles Liston est né quelque part entre les années 20 et 30. La date exacte reste floue comme bien d'autres détails de son existence. Avant-dernier d'une fratrie de 25 enfants, il grandit dans les champs de coton de l'Arkansas. Pas d'école. Pour manger, pas le choix. Il faut travailler. Une vie de forçat, ce n'est pas des plus joyeux. Son père, Toby Liston, frappe fort. Charles en fait régulièrement les frais. Plus tard, il dira que ses cicatrices sont le seul héritage qu'il ait reçu de son géniteur. Encore jeune, il fuit. Direction Louisville, où sa mère tente de refaire sa vie. Mais l'école ne veut plus vraiment de lui. La rue, en revanche, l'accueille à bras ouverts. Pour subvenir à ses besoins, Sonny enchaîne les petits larcins. Durant son adolescence, il est arrêté à de nombreuses reprises, jusqu'à la bêtise de trop. En 1950, il est condamné à 5 ans de prison pour vol à main armée. Cela ressemble à une fin, mais en réalité, il s'agit d'un commencement. Derrière les barreaux du pénitencier du Missouri, Sonny enfile des gants pour la première fois. Sous la houlette du père Scatman, il découvre enfin quelque chose pour lequel il est vraiment doué. Prendre et donner des coups. À sa sortie en décembre 52, Charles a trouvé sa voie. Un gagne-pain légal, mais qui ne l'éloigne pas de la rue pour autant. À l'époque, le monde de la boxe professionnelle est gangréné par la pègre. Les boxeurs sont comme des marionnettes dont la main tire les ficelles. Liston tombe sous la coupe de John Vitale, parrain de Louisville. Plus tard, ce sera sous celle de Frankie Carbo, capot de la famille Lucchese et Monsieur Box de la mafia italo-américaine. Leur association est connue de tous et plombe l'image du boxeur. Et Sonny n'aide pas. Il a très mauvais caractère et ne cherche pas à se faire aimer du public. Ce qui explique qu'on tarde à lui offrir une opportunité pour le titre. En 1956, son ascension se heurte à un nouveau séjour en prison. Alors qu'il est devenu un pugiliste renommé, Charles passe à tabac un officier de police. Résultat, 6 mois de cabane supplémentaires et une réputation toujours plus sulfureuse. Pendant ce temps, le champion du monde se nomme Floyd Patterson. Il est charismatique, engagé et aimé de tous. À côté, Liston fait peur. Dans une Amérique divisée par la ségrégation raciale, en pleine lutte pour les droits civiques, Sonny réussit le tour de force de se faire rejeter par les deux camps. Les Blancs conservateurs le détestent car il refuse de jouer un rôle et de se soumettre à quelconque autorité. Bon ça, à la rigueur, on pouvait s'y attendre. En revanche,
même une partie de sa propre communauté ne souhaite pas le voir champion. Il n'est pas assez propre sur lui. Son passé tumultueux inquiète. Ses liens avec la pègre interrogent. Son comportement dérange. Sonny Liston n'a pas le soutien populaire. Il a même la Maison-Blanche contre lui. En guerre ouverte avec la mafia, le président John Fitzgerald Kennedy voit d'un mauvais œil l'ascension au trône d'un homme ouvertement lié au crime organisé. Et pourtant, le combat contre Patterson finit par avoir lieu. Le public espère un miracle. Il assiste à une exécution. Dès le premier round, Liston impose son allonge et ses poings gigantesques de 36 cm de circonférence. Un crochet du gauche, Patterson s'effondre. Dans un silence morbide, Sonny Liston est sacré champion du monde. À Philadelphie, où il vient célébrer sa ceinture, il descend de l'avion avec un discours préparé. Sur le tarmac, seulement une poignée de journalistes a fait le déplacement. Pas de foule, pas d'ovation, encore moins de triomphe. Charles est seul au sommet, seul au monde. Alors, il noie sa solitude dans l'alcool. Ses vieux démons refont surface. Il tente de les dompter en quittant Philadelphie pour Denver. Il y entame une cure de désintoxication qui semble fonctionner au moins pendant un temps. En 1963, le rematch contre Floyd Patterson ne dure guère plus longtemps que le combat précédent. 4 secondes de plus pour être précis. Le scénario, lui, reste inchangé. Liston écrase son adversaire sous les huées de la salle. Le public le déteste, mais il est obligé de se rendre à l'évidence. Le règne de Sonny Liston est parti pour durer. Il est sûrement le champion le plus dominant depuis Joe Louis et peut-être même le boxeur le plus terrifiant de tous les temps. À peine Sonny Liston a-t-il la ceinture autour de la taille qu'un nouveau challenger commence déjà à faire du bruit. You could hear them say, "This kid is a legend, that Cassius Clay." Et c'est le cas de le dire. Cassius Clay, 22 ans, a la langue bien pendue, certainement trop au goût du champion. Fin 1963, les deux hommes se croisent dans un casino. Le trash-talking du Louisville Leap énerve Liston. Le Golgoth dégaine alors une arme à feu et tire 3 coups à blanc. Clay a la peur de sa vie, mais ce n'est pas ça qui va l'empêcher de fanfaronner. Le 25 février 1964, les deux hommes se retrouvent sur le ring pour la deuxième défense de titre de Sonny Liston. Le champion en titre part immense favori. Cela fait presque 10 ans qu'il n'a pas été en difficulté sur un ring. Néophyte comme amateur, le voit ne faire qu'une bouchée de ce jeune challenger, pas suffisamment mûr et un peu trop arrogant. Et pourtant, dès le premier round, Cassius fait étalage de son talent en mondiovision. Dans son style virevoltant, le Louisville Leap danse autour de sa cible, tel David contre Goliath. En face, Liston ne parvient pas à connecter son redoutable jab du gauche. La scène est surréaliste, tant le champion immobile ressemble à un rocher posé. Tout l'inverse de son jeune rival, qui vole comme un papillon et pique comme une abeille. En contre, la garde basse, il affiche une confiance démesurée dans son jeu de jambes. Du haut de sa vingtaine, Cassius domine, mais Liston revient progressivement. La raison de ce comeback est floue, presque autant que la vue du challenger. Clay cligne des yeux frénétiquement, se frotte avec les avant-bras, mais rien n'y fait. Une substance lui brûle la rétine et obstrue son champ de vision. De la crème de massage appliquée plutôt sur l'épaule douloureuse de Liston s'est retrouvée malencontreusement sur ses gants, puis dans les yeux de son rival. Geste involontaire ou pure filouterie, on ne le saura vraisemblablement jamais. En colère, le Louisville Leap manque de se faire disqualifier. Toutefois, il réussit à se remobiliser et reprend le contrôle du combat dans la 6e reprise.
Sentant peut-être la disgrâce arriver, le champion en titre ne répond pas à l'appel du 7e round. Après un règne de moins d'1 an, l'un des plus grands punchers de l'histoire de la boxe est destitué à la surprise générale. Dans un moment légendaire, The People Champ commence ici son incroyable domination de la catégorie reine. Après son sacre, celui qui se surnomme déjà The Greatest se convertit publiquement à l'islam et change de nom. Il est désormais Mohamed Ali, le comblé de louanges en arabe. Ce changement coïncide avec son engagement dans la nation de l'islam dirigée par le sulfureux Elijah Muhammad. Malcolm X, mentor de Mohamed Ali, ancien membre puis opposant de la Nation of Islam, est présent lors du premier combat, mais est assassiné avant le rematch. Sa mort, vraisemblablement commanditée par Elijah Muhammad, contribue à la tension qui entoure la revanche. Aucune grande ville ne souhaitant prendre le risque d'organiser le combat, il est déplacé à plusieurs reprises pour des raisons logistiques et surtout politiques, avant d'être finalement organisé à Lewiston, dans le Maine. Le jour J, la terre entière s'attend à une réaction de Sonny Liston. La cloche sonne. L'air déterminé, l'ex-champion fixe son jeune rival, envoie un jab du gauche et s'écroule. Torpeur dans le public, d'une fulgurance, Ali l'a visiblement contré, mais personne dans la salle ne peut en témoigner. Même le ralenti laisse place au doute. Ali a-t-il réellement touché le menton de son challenger ? Et si impact il y a eu, était-il assez violent pour terrasser un dur à cuire de la trempe de Sonny Liston ? Ali lui-même ne semble pas y croire. « Lève-toi et bats-toi, crétin ! Personne ne va gober ça !» lance-t-il à son adversaire. Le combat reprend finalement, mais est à nouveau arrêté, cette fois pour de bon. Personne ne comprend ce qu'il se passe. L'arbitre, l'ancien champion du monde, Jersey Joe Walcott, avait oublié de compter jusqu'à 10. Sonny est déclaré KO au premier round. Le public crie au trucage et il y a de quoi se poser des questions. Les liens de Liston avec la mafia, le contre-mollasson d'Ali, le décompte du KO, ces détails interloquent. Le combat a-t-il été truqué ? Sonny a-t-il été payé pour se coucher ? A-t-il subi des menaces ou des pressions de la part de la mafia, de la Nation of Islam ou de ses dealers ? Rien n'a jamais été prouvé. Quoi qu'il en soit, la chute de Sonny Liston reste vertigineuse. En quelques secondes, Charles a tout perdu. Sa ceinture, son honneur, son héritage. Tout ce qu'il avait bâti à la force des poings et à la sueur de son front. Lui qui est parti de rien est de retour à la case départ. Comment expliquer une telle disgrâce ? Pour certains, les doutes sur son âge réel ressortent. Peut-être avait-il déjà tout simplement tout donné. Peut-être était-il fatigué de se battre après une vie à lutter contre un système raciste et oppressif, contre un père violent, contre une communauté qui n'a jamais voulu de lui, contre des fans qui le détestent, contre ses propres démons. Ce combat était sa seule et dernière chance de retrouver son titre. Après ça, il boxe encore 6 années supplémentaires. Le vieux lion fait son baroud d'honneur. Il accumule 15 victoires, dont 14 avant la limite. Le punch dévastateur est toujours là, mais Sonny est ailleurs. Le 29 juin 1970, Liston affronte Chuck Wepner dans ce qui sera son dernier combat. Son adversaire abandonne à l'entame du dernier round. Une victoire nette. Pourtant, dans le milieu de la boxe, une rumeur circule. Sonny était supposé se coucher pour Wepner. Par fierté, il aurait refusé. Une désobéissance qui lui a peut-être coûté très cher. Quelques mois plus tard, le 5 janvier 1971, Geraldine Liston rentre de voyage. Dans leur domicile de Las Vegas, elle découvre son mari sans vie. La police estime la date du décès vers le 30 décembre. Sonny est mort comme il a vécu, seul. Et comme toujours avec lui, les circonstances demeurent floues. La thèse de l'overdose semble la plus probable.
mais des zones d'ombre subsistent. L'ancien poids lourd avait une peur bleue des aiguilles. Pourtant, c'est bien une seringue qui a été retrouvée à côté de son corps inerte. Étrange. Aurait-il subi les conséquences de sa désobéissance face à Wepner? Ou a-t-il été assassiné pour une autre raison? Ce n'est pas impossible. Le mystère plane toujours. La terreur des rings disparaît dans l'indifférence. Le petit garçon métayer des champs de coton de l'Arkansas, ex-dollar devenu champion du monde, n'aura jamais connu la reconnaissance qu'il mérite, ni la paix. Depuis, le temps a fait son œuvre. Son héritage a été progressivement oublié. Son nom relégué au livre d'histoire. Aujourd'hui, Sonny Liston n'est plus que l'autre homme sur la photo. Le boxeur gisant au pied du plus grand de tous les temps. Et pourtant, cette photographie que l'on croit connaître par cœur est peut-être mal comprise. Elle célèbre un triomphe, mais elle écrase une histoire infiniment plus complexe. Le 25 mai 1965, un mythe est né. Mais les mythes ne racontent pas toujours toute la vérité et ont ceci de cruel. Ils éclairent un visage et condamnent l'autre à l'obscurité. I was an intimidator until I fought Sonny Liston. Sonny Liston, I think, was possibly the greatest intimidator of all time. Nobody ever hit me like that guy. He basically intimidated the opponent. They were intimidated before they even got in the ring. He was a massive guy. When he fought somebody like Muhammad Ali, who wasn't intimidated, he became intimidated.